Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une formation sur la trésorerie. Donc, en gros, la trésorerie, ça va juste être le flux d'argent qui va entrer et sortir de la junior. C'est très utile pour piloter du coup le budget de la junior et gérer l'argent qui est sur le compte bancaire. Et du coup, il faut faire très attention parce que ça va être une des sources majeures d'erreurs pour la junior. Donc, le pôle s'organise en deux parties, donc moi la trésorière et Hugo le comptable. Donc, je vous ai fait une liste à peu près de nos tâches qu'on effectue. Donc, moi je vais éditer tout ce qui est facture, les déclaratifs. Après, on va également faire un double contrôle sur la comptabilité. Et en plus, moi je vais être responsable pénalement de l'intégrité financière de la junior. Et je vais devoir également établir un budget prévisionnel. Donc Hugo, pour le coup, il va gérer la comptabilité et émettre des documents comptables en plus de ce que je fais. Du coup, je vais vous faire un petit rappel sur le code de la déontologie parce qu'il y avait quelques petites erreurs dans les évaluations. Donc le 5e point du code de la déontologie qui touche un peu entre guillemets à la trésorerie. Donc là, j'ai recopié clairement ce qui était noté sur le kiwi légal. Donc vous y aurez accès quand vous serez dans la junior. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le taux d'ouverture, c'est en gros la part d'argent sur une étude qui va être reversée à la junior. Qui va être reversée aux administrateurs de la junior. Et du coup, ici, on peut... Clairement, j'ai recopié ce qu'il avait noté. Donc, la part qui est versée aux administrateurs ne doit pas être supérieure à 30%. Donc ça, c'est quelque chose à respecter. Les administrateurs, ça va être vous et moi. C'est les personnes membres de la junior. Et nous, au sein d'Inspire, on a choisi de reverser 100% à la structure de la junior. Et du coup, là, c'était les taux en haut, vous voyez, c'est inférieur à 30% et minimum 70%. Et du coup, ce qui est en rouge, c'est ça le taux d'ouverture. Du coup, pareil, un petit rappel sur le déroulement d'une étude. Donc, quand vous avez une convention d'étude, vous avez du coup ou non une facture d'acompte. Donc, la plupart du temps, il y a une facture d'acompte. Et elle est non obligatoire, mais fortement conseillée. Pour avoir une facture intermédiaire, vous devez absolument avoir un procès verbal de recette intermédiaire. Donc, la facture intermédiaire n'est pas obligatoire, mais pour la faire, il faut le procès verbal. Et enfin, dès qu'il y a un procès verbal de recette finale, il y a une émission de facture de solde. Donc là, je vais passer aux petites nouveautés. Le cadre légal. Donc, on vous a parlé de la lettre de Béréguévois de 1984. Et du coup, en gros, cette lettre, elle dit que la junior est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, donc d'acronyme TVA, que la junior doit payer un impôt à la fin de l'année sur les sociétés. Elle dit également que les indemnisations sont comptabilisées comme des honoraires et que la junior doit faire des déclarations du coup à la fin de l'année. Et c'est la déclaration annuelle des salaires. Donc elle va être en vigueur pour l'expert comptable, l'avocat et également les intervenants qui vont être rémunérés. La lettre et l'arrêté ministériel de 1988, on vous l'avez également évoqué. Donc celui-ci, il stipule que la junior bénéficie d'un statut spécifique en fait, qui va lui permettre d'alléger les coûts et les charges sociales, contrairement à une entreprise lambda. La base de calcul de cotisation, c'est 4 fois le SMIC, mais bon, ça c'est plus une information, quelque chose à retenir. Et du coup, cette lettre et cet arrêté définissent également la notion de jour étude homme. Donc, c'est une unité à la fois de travail et de facturation. Ça veut dire que quand on va signer une convention d'études, l'intervenant, on va lui comptabiliser ses heures de travail en fait en jour étude homme. Et moi, quand je vais le rémunérer,
je vais comptabiliser également en jours études hommes au lieu de jours de travail. La lettre et l'arrêté ministériel établissent également que quand on a une JEH signée, on a une JEH du coup qui devient facturée et après elle est reversée à l'intervenant et enfin je dois la déclarer. Ne faut pas oublier qu'il doit y avoir exactement le même nombre de JEH tout au long d'une étude. Même si le prix en fait, de l'étude ne varie pas, faut toujours qu'il y ait le même nombre de JEH, c'est important. Donc c'est là que vous sortez le CAUT. C'est pas fini, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Alors, maintenant, on va passer aux notions de base. Donc, je vous ai mis quelques définitions qui sont importantes quand même à connaître. Donc, un exercice comptable a bien différencié d'un exercice social. L'exercice comptable, pour Inspire, on a choisi de le faire sur une année lambda, donc de janvier à décembre. Et du coup, c'est une période au cours de laquelle une société, ici en l'occurrence Inspire, enregistre toutes ses opérations économiques et commerciales dans sa comptabilité. Ça se chevauche avec l'exercice social qui, pour le coup, nous, ça va de avril à avril à peu près. Et ce n'est pas forcément les mêmes dates. Ça va être l'exercice social, c'est plus la durée à laquelle un mandat va rester à Inspire. Et du coup, ça a différencié avec un exercice comptable. Du coup, un exercice comptable, c'est bien une unité de temps. Et voilà, du coup, ici, en l'occurrence, c'est 1 an. Donc, les produits, c'est les ressources définitivement acquises par l'entreprise. Donc, ça va être tout ce qui est entrée d'argent. Donc, ça peut être des revenus dus aux études ou alors des subventions, parce qu'on a des subventions avec la BNP. Et c'est bien à différencier d'un produit d'exploitation. Parce que le produit d'exploitation, en fait, ça va seulement être le montant que moi, je vais facturer aux entreprises avec lesquelles on va travailler. Après, il y a les charges. Donc, les charges, du coup, ce sont les ressources qui sont définitivement perdues de l'entreprise. Donc, ça va être les sorties d'argent, tout simplement. Les charges, c'est un instant T. Non, excusez-moi. Les charges, oui, c'est les sorties d'argent. La disponibilité, c'est l'argent possédé sur le compte bancaire à un instant T, par exemple, quand je vais me connecter sur le site de la BNP. Donc ici, je vous ai mis un petit diagramme qui explique vite fait ce qu'est un résultat. Donc c'est produit moins charge. Si c'est positif, c'est un bénéfice. Si c'est négatif, c'est une perte. Et du coup, le chiffre d'affaires, c'est la somme des produits d'exploitation. Donc c'est la somme de ce qu'on a facturé aux entreprises. Voilà. Donc après, je vais vous parler du budget prévisionnel. Donc, c'est ce que j'établis avant mon entrée en mandat. Donc, est-ce que le futur trésorier ou la future trésorière va devoir faire. Donc, c'est lié à un exercice comptable, donc de janvier à décembre, et ça dure 1 an. C'est un outil qui va permettre vraiment de piloter économiquement la junior entreprise. Donc, je m'explique. Quand je vais faire des dépenses, je vais toujours aller me référer au budget prévisionnel que j'avais établi au préalable et je vais regarder en fait si je peux faire la dépense et si on n'est pas à découvert. Et voilà, je vais un peu équilibrer tout ça. Et ça se réactualise, on peut le réactualiser plusieurs fois. Là, par exemple, aujourd'hui, on va refaire un CA et je vais refaire voter un budget prévisionnel pour réajuster les dépenses jusqu'à décembre. Voilà, donc vous avez un petit aperçu, il y a des petites jauges de pourcentage et tout. Voilà. Du coup, comment se passe le paiement des consultants? C'est par BV, donc bulletin de versement. Depuis peu, on appelle ça une indemnisation d'engagement associatif. Donc, indemnisation pour faire court. Rémunération, on n'a plus trop droit de dire ça. Donc, Inspire a choisi de donner 50% du montant facturé aux entreprises aux intervenants. Donc, ça fait 50% intervenants, 50% Inspire. Le bulletin de versement va être versé en fonction de l'unité de paiement qui est la JEH. Ça va de 80 à 450 €. Donc voilà, c'est une fourchette à connaître. C'est à connaître vraiment de tout le monde.
Donc la rémunération, il faut bien avoir en tête qu'elle est possible seulement après la réalisation d'une phase avec une plus-value pédagogique. Et donc, du coup, elle est impossible en début d'études, par exemple, quand il y a une facture d'acompte qui sort, je ne peux pas rémunérer un intervenant même si j'ai de l'argent qui rentre. Il faut que j'attende une facture intermédiaire et un procès verbal, car avec le procès verbal, en fait, l'intervenant il va faire un rapport pédagogique et dans lequel il va dire quelle a été la plus-value durant son travail. Donc voilà. Là, on va repasser au CAUT. Et là, on va passer au déclaratif. J'arrive pas à le bouger. Hop là. Alors, les déclaratifs. Donc, il y a deux types de déclaratifs, les déclaratifs fiscaux et les déclaratifs sociaux. Donc, pour les déclaratifs fiscaux, il y en a un seul qu'on fait à tous les trimestres, ça va être la TVA. Donc, tous les trimestres, je me connecte sur le site de l'URSSAF et je déclare les dépenses qu'on a effectuées. Et du coup, tous les ans, il y a l'impôt sur les sociétés dont je vous ai parlé tout à l'heure, la DAS 2, donc c'est la déclaration annuelle des salaires. Donc le 2 ici, c'est pour les honoraires et non les salaires, parce que de base, en fait, c'est pour les entreprises. Mais nous, en fait, on est des juniors, donc on est concernés par les honoraires. C'est au niveau du vocabulaire, c'est un peu touchy, mais voilà. Donc c'est pour les intervenants dont la rémunération nette cumulée est supérieure à 1 200 €. Ou sinon tous les professionnels dont les honoraires, toutes taxes comprises, cumulées dépassent 1 200 €. Ça, c'est plus des informations comme ça. Donc du coup, la CET, c'est une contribution économique et territoriale. Donc ça dépend de notre chiffre d'affaires et des locaux où on est. Ça varie en fonction des années, on peut ne pas la payer. Et l'impôt sur la société, ça va être proportionnel au résultat de la junior. Donc si on a un résultat négatif, on ne va rien payer. Si on a un résultat inférieur à 38 120 €, on va payer à hauteur de 15% de notre résultat. Et ça y va crescendo. Et voilà pour les déclaratifs fiscaux. Donc après, les déclaratifs sociaux. Excusez-moi, je me rectifie. Tout à l'heure, j'ai dit le site de l'URSSAF, pas du tout. C'est le site des impôts, quand même. Et là, sur le site de l'URSSAF, c'est les déclaratifs sociaux. Donc l'URSSAF, ça veut dire Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. C'est pas à retenir par cœur. Mais moi, je ne connais pas par cœur. Donc sur le site de l'URSSAF, du coup, je vais déclarer tous les mois un BRC. Donc c'est un bordereau récapitulatif de cotisation. Et c'est là que je vais déclarer un peu tous les intervenants que j'ai rémunérés au cours d'un mois. Et tous les ans, il va y avoir un tableau récapitulatif qui va récapituler tous les BRC. Donc en fait, je déclare et je paye les charges sociales à l'URSSAF. Et du coup, la cotisation sociale en fait payée, elle est proportionnelle au nombre de JEH et à la rémunération brute. Ça veut dire que si jamais je rémunère un intervenant, par exemple, il va gagner 800 €. Si je fais 2 JEH à 400 € ou si jamais je fais 4 JEH à 200 €, je ne vais pas payer en fait les mêmes cotisations. C'est pour ça qu'à chaque fois, on essaye de maximiser le prix d'une JEH, parce que du coup, il y a moins de cotisations à la fin. La DADS, c'est un déclaratif annuel de données sociales. Donc là, on va y déclarer chaque année les intervenants ayant touché un BV, du coup, c'est un autre type de déclaratif social. Voilà. Et la DSN, elle n'est pas encore en fait d'actualité. C'est la déclaration sociale nominative, donc qui vise à remplacer en fait les BRC, TR, DATS, mais pour l'instant ils ne l'ont pas encore mis en place, donc je vous en parle à titre informatif.
Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la mettre en place. Et du coup, ça serait tous les mois. Non, ça serait tous les ans, excusez-moi. Ça serait numérique et obligatoire. Du coup, on repasse au count. Voilà, donc petit podium pour la formation trésorerie. On a Kylian en 3e, Aurélien en 2e et Élie en 1er. Voilà. Sans oublier Noémie et Romain qui sont au pied de l'estrade. Le comptable, ce qu'il faut comprendre, c'est que la trésorière, elle s'occupe de tout ce qui est effectif. Donc elle a vraiment un impact sur l'argent d'Inspire. Le comptable est là pour enregistrer ce qui se passe. Il n'a pas de, comment dire, il n'a pas un impact sur l'argent d'Inspire. Il est là pour enregistrer les opérations économiques. Donc il est chargé de la bonne santé de la JE, des créances et des dettes, et c'est un moyen de communication extérieure avec l'expert comptable à la fin pour clôturer l'exercice comptable. Donc il travaille sur un logiciel pour rentrer toutes les lignes comptables. Donc là, c'est un exemple de ligne comptable avec en haut le numéro du compte, la description de l'opération, le montant, donc soit en crédit, soit en débit, le mode de paiement, bon ça c'est que sur le compte bancaire, et ça c'est pas utile. Une écriture comptable, donc c'est une liste de lignes d'écriture, de lignes comptables, pardon. Quand on rentre une facture, il y a plusieurs opérations qui se font sur plusieurs comptes, et donc l'ensemble des lignes, ça constitue une écriture comptable. Donc, pour faire les lignes comptables, il y a forcément des comptes à connaître. Les comptes sont rangés dans des classes. Donc là, c'est les grandes classes. Alors, les 3 premières, vous ne les utiliserez jamais si vous faites comptable. Ce qui est important de se connaître, c'est le compte de tiers. Numéro 4, c'est là où il y a les comptes des fournisseurs, des clients, donc pour les études, dès que vous voulez acheter quelque chose. Ou même vous, quand vous commanderez vos vestes, par exemple, vous aurez un compte sur Inspire. Et encore une fois, ce n'est pas un compte effectif, c'est un compte sur logiciel. Donc le compte, il est juste pour faire les écritures. Vous n'avez pas vraiment un compte. Le compte financier, c'est le compte bancaire de la junior. Et le compte de charge et le compte de produit. Donc compte de charge, dès qu'il y aura une opération en débit, ce sera là-dessus. Et les comptes de produit, dès qu'il y aura une opération en crédit. Voilà. Et dans ces grandes classes, donc il y a des arbres d'arborescence. Un exemple, par exemple, donc le compte de tiers, dedans on retrouve la TVA collectée et en fait c'est divisé en sous-classes. Typiquement, je prends l'exemple de Nabil, s'il a un compte à Inspire pour acheter sa veste, ça va se mettre dans le compte de tiers, ça va commencer par 4, ensuite 0, ensuite 1 et ensuite il y aura d'autres numéros qui vont le différencier du compte par exemple de Niama. Les comptes à connaître, donc les 401 avec 3 chiffres derrière, c'est le compte des fournisseurs, 411 les clients. Le 5122, donc c'est compte BNP, vous l'utiliserez à chaque fois que vous faites une écriture. 4456, le compte de TVA. 6261, l'honoraire étudiant, donc pour les rémunérations étudiantes. Et 706 pour la vente d'une étude, ce sera celui-là que vous utilisez. À chaque fois que vous faites une écriture, donc un ensemble de lignes, ça se passe dans un journal. Les différents journaux, donc il y a le journal d'achat, c'est dès que vous achetez une connerie, des cartouches d'imprimante, etc., ce sera là-dedans. Le journal de vente, dès que vous faites une étude, par exemple facture de solde ou facture d'acompte. Le BV, donc c'est pour les rémunérations étudiantes. Le journal de banque, à chaque fois que vous faites donc une opération, il y a une écriture qui se passe dans un journal. Par exemple, vous achetez des cartouches d'imprimante. Vous faites une écriture dans le journal d'achat, avec ce qui se passe, et toujours ensuite une écriture dans le journal de banque, pour, c'est par rapport au compte de la BNP d'Inspire, pour le paiement. Les à nouveau, c'est juste les paiements qui datent de l'année d'avant et qui, là, vous suivent encore parce qu'ils n'ont pas été payés effectivement. Mais ce n'est pas très important. Et la dernière, c'est les opérations que vous ne pouvez pas mettre dans les autres journaux. C'est tout. Les documents comptables. Donc, le grand livre, c'est juste un ensemble de lignes classées par ordre chronologique et par compte. La balance, vous faites un solde, donc débit moins crédit, sur chaque compte. Et donc ces deux trucs, vous les faites quand vous faites un ERB, un état de rapprochement bancaire. Vous devez éditer un grand livre et la balance du compte sur lequel vous travaillez. Le bilan, c'est une photographie à l'instant T du patrimoine de la junior, qui est constitué donc de l'actif, ce que la JE possède,
constitué des disponibilités et des créances, donc ce que les clients nous doivent, par exemple. Et le passif, ce que la JE doit, donc les capitaux, bon, il n'y en a pas, et les dettes, ce qu'Inspire doit payer comme dette. Avec Diane, on fait donc un double contrôle, donc vous en avez parlé déjà, pour les déclaratifs. Donc le lettrage comptable, c'est juste pour relier les différentes lignes comptables entre elles, sur les comptes. Et le pointage, donc nous on fait un ERB, ça se passe uniquement sur le compte bancaire. En fait, il y a un relevé bancaire envoyé par la BNP et il y a le compte bancaire avec les paiements qui ont été effectués. Avec Diane, on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur, donc on pointe chaque opération si elle a bien été effectuée, effectivement sur le compte bancaire. Et on vérifie que le solde bancaire est bien à jour chaque mois. Donc le BRC, elle vous en a parlé, ça c'est les déclaratifs. Le PRC, donc c'est les cotisations dues par les étudiants et la JE, c'est tous les mois. Et le TR, c'est le tableau, donc c'est l'ensemble des BRC, donc c'est annuel forcément. Le RB ensuite, donc je viens de vous en parler. Et la TVA, Diane va vous faire un... Tu veux faire un exemple? Ouais, vous avez une petite vidéo. On va vous montrer une vidéo pour expliquer la TVA, ce que c'est. Et tu veux faire ça là? Vas-y. Alors, pour voir si vous avez bien écouté. Non, mais tu me fais répondre. Du coup, on va dire qu'il y a une étude qui a été signée à 1 200 €. Donc, est-ce qu'il y en a qui savent à peu près, du coup, l'étude hors taxe, sans la TVA, combien elle coûte? C'est un petit calcul. Et combien coûte la TVA? Quelqu'un veut répondre? Personne n'est chaud là pour calculer? Non. Hors taxe, ça serait 1 000 € et la TVA, c'est 20%, donc 200 €. Et ben voilà. C'est parfait. Du coup, on avait dit combien en pourcentage pour part entre étudiants et juniors? 550. Yes. Voilà, donc 500. Et non. Ok, et du coup, là je vous ai mis à peu près les chiffres au niveau des rémunérations nettes. Bon, c'est des calculs voilà, à part entière. Il y a des cotisations du coup étudiants, il y a des cotisations JE, et c'est ces deux cotisations-là en fait que moi je vais payer par le biais d'un BRC du coup à l'URSSAF. Donc c'est à peu près ce que je vais verser tous les mois. Et du coup, la marge nette, ça va être notre produit et rémunération sous forme de budget. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer une petite vidéo qui va expliquer en fait le fonctionnement de la TVA, parce que c'est pas simple. TVA collectée, TVA déductible, qui paye réellement? La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, est un impôt sur la consommation inventé en France en 1954. Avant ce système, toutes les entreprises qui concouraient à la production et à la distribution d'un produit ou d'un service étaient taxées. Ainsi, le prix de vente final dépendait du nombre d'intermédiaires, car ces derniers répercutaient la taxe qu'ils payaient sur leur prix de vente. Donc, plus il y avait d'intermédiaires, plus le prix de vente final était élevé. Avec la TVA, peu importe le nombre d'intermédiaires, le consommateur final paye la même taxe, soit en général 20% du prix de vente hors taxe d'un produit. Celui-ci ne la paye pas directement à l'État, mais à l'entreprise à laquelle il achète un produit. Ce sont ensuite chacune des entreprises qui ont participé à l'élaboration du produit qui reversent à l'État une partie de cette taxe. Mais cela ne leur coûte rien. Prenons un exemple. Quand un distributeur de vêtements vend une chemise 120 €, toute taxe comprise, TTC, il facture au consommateur un prix qui comprend le prix de vente hors taxe, soit 100 €, et la TVA de 20%, soit 20 €. Cette TVA ne va pas dans la poche du distributeur, car il doit reverser à l'État la TVA qu'il collecte lorsqu'il vend des produits, qu'on appelle TVA collectée. Il déduit ensuite la TVA que ses fournisseurs lui font payer lorsqu'il achète les marchandises, qu'on appelle TVA déductible, puis il reverse la différence à l'État. Ainsi, notre distributeur a collecté 20 € de TVA auprès du consommateur.
S'il a lui-même acheté la chemise à un fabricant 70 € hors taxe, il a 14 € de TVA déductible. Il reverse donc à l'État 20 moins 14, soit 6 €. Pour le fabricant qui lui a vendu la chemise, ces 14 € sont de la TVA collectée. Celui-ci a acheté ses fils 10 € hors taxe, il a donc 2 € de TVA déductible. Il reverse alors 14 moins 2, soit 12 € à l'État. Enfin, le fournisseur de fils a quant à lui 2 € de TVA collectée, et si l'on admet qu'il n'a pas fait d'achat, il reverse alors 2 moins 0, soit 2 € à l'État. Le fournisseur a reversé 2 € à l'État, le fabricant 12 € et le distributeur 6 €, soit un total de 20 € qui représente la taxe supportée par le consommateur final. Cette taxe s'appelle taxe sur la valeur ajoutée car la valeur ajoutée est la valeur économique apportée par l'activité de l'entreprise. Par exemple, le fabricant qui a acheté 10 € hors taxe de fil pour en faire une chemise qu'il a vendue 70 € hors taxe a apporté à ses fils une valeur ajoutée de 60 €. 20% de cette valeur ajoutée correspondent bien aux 12 € de TVA reversés à l'État par le fabricant. Je vous ai mis le lien et également le petit schéma récapitulatif sur le diapo qui sera disponible par la suite. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Je vous ai assommé. Comment vous choisissez le montant de la rémunération de En vrai, on a établi 50% Inspire et on s'y tient. Donc, comment vous avez demandé que vous avez posé 100 € ou 400 € sur la génération? Ça, c'est le chef. Ouais, après, en gros, le chef, dans la convention d'études, il va mettre le nombre de JEH en fonction du prix. Mais comme je t'ai dit, on va essayer de maximiser, bon, pas tout le temps à 450, mais dans les autres de 400 à peu près, parce que comme ça, après, on paye moins d'impôts, en fait, de cotisations. Donc, les chefs, en gros, sur la CE, ils vont dire, par exemple, un tel va être rémunéré 400 €. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont dire 400 €, on va mettre une JEH. Et moi, quand je vais éditer le bébé, je vais mettre le nombre de JEH et le montant facturé. Et pareil, quand je vais faire les cotisations, les déclaratifs, comme ça, eux, ils font leur calcul, ils me demandent une cotisation. Et du coup, plus le nombre de JEH est faible, moins ça fait. Pas de questions. Bah écoutez, je vous libère.